Bonjour à tous, bonjour Sophie Binet. Bonjour. C'est peu dire que vous êtes remontée ce matin contre le MEDEF qui vient de faire des propositions choc sur le thème de l'emploi, comme par exemple créer un nouveau contrat jeune, un CDI que l'employeur pourrait décider de rompre à tout moment, sans motif au cours des premières années. Pourquoi est-ce que ça vous fait bondir ? C'est une déclaration de guerre pour les jeunes et pour les salariés, puisque le MEDEF ne nous propose rien de moins que d'abord de mettre en place une période d'essai qui durerait 3 ans. C'est encore pire que le contrat première embauche de 2006 où la période d'essai était de 2 ans. Ensuite, il veut aussi faire un SMIC jeune, c'est-à-dire que les jeunes soient payés moins que le salaire minimum. C'est ce que Balladur voulait faire en 1994 avec le CIP. Avec peut-être une formation aussi à l'intérieur. Oui, peut-être. Et puis, de faciliter le cumul des contrats précaires. C'est grave parce que ça veut dire que le patronat n'a pas d'autre horizon à proposer aux jeunes que la précarité à vie. Or, quand on est jeune, l'accès au premier travail, c'est déterminant pour avoir accès à un logement, pour pouvoir prendre son autonomie. Si on est précaire pendant 3 ans, voire plus, comment est-ce qu'on fait ça ? Et c'est aussi une attaque contre tous les salariés parce qu'on sait que les modalités d'entrée dans la vie active, après, elles durent et elles déterminent le reste du parcours. Donc, si on enferme les jeunes dans la précarité, ça veut dire que derrière, on tire l'ensemble du monde du travail vers le bas et vers la précarité. Il y a un problème d'emploi des jeunes aujourd'hui, Sophie Binet. Taux de chômage 19% pour les 15-24 ans. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Le MEDEF, on pourrait dire, si on imagine sa proposition, qu'il propose au moins quelque chose. Oui, sauf qu'il reprend les vieilles lunes d'il y a 20-30 ans que nous avons réussi à éjecter par la mobilisation. Quelle méconnaissance crasse de l'histoire sociale. Si le MEDEF veut revivre ce que le pays a vécu en 2006 avec 4 mois de mobilisation énorme des jeunes et des salariés, pas de souci, nous sommes prêts. Ce qu'il faut au contraire pour les jeunes, c'est lutter contre la précarité dont ils et elles sont victimes. Il n'y a jamais eu autant de contrats courts et il n'y en a jamais eu de façon aussi importante sur les jeunes. Et puis le deuxième chantier majeur, c'est l'investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche. La dépense par étudiant a chuté. On dépense 20% de moins par étudiant qu'il y a 10 ans. Et donc, le niveau est en train de s'écrouler. C'est très inquiétant, l'état de nos universités et de notre recherche. Sophie Binet, ce contrat jeune, il a été fait en Italie il y a 10 ans et les Italiens disent ça a fonctionné, on a permis de remettre des gens dans l'emploi, on a permis de lutter contre certaines formes très précaires du travail. Est-ce que vous entendez cet argument ? Alors les syndicats italiens ne disent pas du tout ça. Au contraire, les syndicats italiens sont très remontés contre ce contrat puisqu'on ne lutte pas contre la précarité par une autre précarité. C'est quand même extrêmement hypocrite de dire qu'on va faire reculer les contrats précaires en rendant le CDI encore plus précaire que les contrats précaires, parce que c'est ça la proposition du patronat, c'est que le CDI soit encore pire qu'un CDD, puisqu'il pourrait être interrompu sans motif pendant 3 ans et sans même une prime de précarité, ce qui est le cas pour le CDD. La flexibilité, c'est un gros mot aujourd'hui, Sophie Binet ? Le problème, c'est que la flexibilité, c'est toujours pour les mêmes. C'est pour les patrons et jamais pour les salariés. Quand des salariés demandent un aménagement de leur temps de travail pour pouvoir avoir leur mercredi, finir plus tôt pour aller chercher les enfants à l'école ou avoir du télétravail, souvent, c'est non. La flexibilité, c'est à la main du patronat et c'est nous imposer de travailler le soir, le week-end, avec des amplitudes horaires énormes qui empêchent l'articulation avec notre vie privée. C'est ça le problème. On parle travail. Les chiffres du chômage pour l'ensemble de l'année 2025 ont été publiés il y a quelques jours. La hausse est de plus 1,7% sur la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune activité. Ça veut dire 40 000 personnes selon la DARES. Vous qui craignez une explosion, est-ce que finalement ça vous rassure que ce soit moins pire que prévu ? C'est déjà beaucoup trop élevé et ce à quoi nous assistons actuellement, c'est à une multiplication des plans de licenciement. Ça fait presque 2 ans que la CGT tire la sonnette d'alarme. Depuis 2 ans, rien n'a été fait et donc la destruction de notre industrie continue. C'est extrêmement grave. J'étais vendredi dans l'Allier, un territoire sinistré parce que les usines ferment les unes après les autres et c'est des territoires qui ne tiennent que par leurs usines, qui sont construits à partir autour de leurs usines. Quand une usine ferme, ça veut dire que derrière les écoles vont fermer, les commerces vont fermer, l'hôpital va partir. Est-ce qu'il n'y a pas une transition à organiser aujourd'hui ? On sait que le modèle de l'emploi se transforme dans le pays et que là, quand on regarde les créations et les destructions d'emplois, finalement, ce n'est pas aussi pire que ce qu'on pouvait craindre cette année. D'abord, on crée moins d'emplois qu'on en supprime, c'est la première chose. Et ensuite, les emplois qu'on crée ne sont pas de même qualité que ceux qu'on supprime. Et c'est pas pour les mêmes. C'est quand même ça le problème. C'est que dans les plans de licenciement, derrière, les salariés peuvent rester des années sans retrouver. Il n'y a pas pire violence sociale que le chômage. Et donc, ce que nous demandons, c'est que le gouvernement, enfin, prenne le taureau par les cornes, organise des assises de l'industrie, rompe avec sa politique de chèque en blanc en direction des multinationales
nationales ou des fonds qui nous coûtent un pognon de dingue, puisque c'est quand même 211 milliards d'euros chaque année qui sont consentis sans condition ni contrepartie pour les plus grandes entreprises qui, derrière, licencient. Il faut utiliser cet argent pour mettre des conditions sociales et environnementales, relocaliser notre industrie et la transformer pour répondre aux défis environnementaux. L'actualité du jour, c'est le clap de fin peut-être du budget. Vous appeliez à nettoyer le budget 2026 de toutes les horreurs qu'il contenait. Cet après-midi, sauf surprise, il devrait être adopté définitivement. Est-ce qu'il y a eu un peu de progrès depuis ce que vous aviez dit en décembre ? Il y a eu des bougées, notamment dans le budget de la sécurité sociale. Par contre, le budget de l'État est toujours aussi catastrophique, notamment pour les fonctionnaires, puisque, encore une fois, en 2026, le salaire des fonctionnaires va baisser. En 20 ans, le salaire des fonctionnaires a baissé de 25%. C'est une catastrophe avec... Peut-être que la prime d'activité soit prolongée, que le repas à 1 euro pour les étudiants soit pérennisé. Ça, vous le saluez ? Oui, alors pour les étudiants, c'est bien. Cela dit, le financement n'est pas à la hauteur, puisqu'il faudrait 90 millions d'euros pour financer cette mesure. Il n'y a que 30 millions prévus dans le budget de l'État. Donc les Crous ne savent pas comment ils vont faire. Donc c'est une annonce peut-être sans lendemain, nous nous inquiétons. Et pour les fonctionnaires, la situation est catastrophique. On n'arrive plus à recruter des infirmières, des enseignants et enseignantes, parce que les fonctionnaires en France sont parmi les moins bien payés des pays de l'OCDE. C'est toujours le musée des horreurs pour vous, le budget 2026 ? Le budget 2026, c'est un budget qui ne nous permet pas de préparer l'avenir. Par exemple, le budget des organismes de recherche et des universités est catastrophique, et c'est un problème pour les étudiants et étudiantes d'aujourd'hui, mais c'est un problème pour l'avenir de notre pays. Pourquoi ? Parce que le gouvernement refuse d'affronter les plus riches et de prendre l'argent là où il est. On a quand même un ancien ministre de l'économie qui nous a expliqué que les plus riches ne payaient pas d'impôts et on ne fait toujours rien contre ça. Au contraire, la taxe sur les holdings a encore disparu. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup Sophie Binet d'être passée par les 4V ce matin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Vivien Fonveille pour la traduction en langue des signes en co-interprétation avec Annick Motin.